Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Olivier Bergeret, Solution Architect Manager chez Amazon Web Services. Donc, je suis spécialiste sur les stacks AI et les stats data. Je suis le concepteur aussi de différents ateliers et workshops sur l'intelligence artificielle et la big data pour nos clients, que ce soit en groupe ou en individuel. Donc, voilà. Je voulais vous présenter aujourd'hui SageMaker. Donc, ça sera la première session sur SageMaker. Donc vous aurez ensuite un retour sur les concepts de deep learning et enfin une deuxième session un peu plus appuyée avec davantage de démonstrations. Là, on va vraiment découvrir ensemble SageMaker, donc le service proposé par Amazon Web Services dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous allons faire le tour ensemble et nous vous en profiterons aussi pour mettre un petit peu en contexte de vos prochains usages. Avant de commencer, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est déjà si vous utilisez des frameworks type TensorFlow. Qui utilise TensorFlow aujourd'hui? Oui, d'accord. Scikit-learn? D'accord, très bien, à peu près pareil. Qui utilise Keras? Oui, très bien. OK. Qui utilise R? Oui, très bien, oui, d'accord, OK, très bien. Toutes ces technologies, vous pourrez les utiliser dans SageMaker. Voilà, donc avec SageMaker, vous ne ferez pas de choix technologique, que ce soit en type de langage, que ce soit en type de framework, ou que ce soit même en type d'approche, on le verra. Donc, SageMaker provient vraiment d'un besoin qui était, on avait besoin de simplifier l'usage, le déploiement, l'orchestration des algorithmes de machine learning, ce à l'échelle. Et c'est vraiment l'idée de base derrière SageMaker. Donc SageMaker vient dans une galaxie de services proposés par Amazon Web Services. Donc vous avez vu ce matin les services autour de la vision, les services autour de la voix, les services autour du langage. Donc ça, on va dire, c'est les couches de services applicatifs. SageMaker vient ensuite en dessous, donc dans les plateformes de services, à égal avec Spark MR, Elastic MapReduce, à égalité aussi avec DeepLens. Donc ces services de plateforme sauront vous proposer un service rendu, sauront orchestrer des ressources pour répondre à votre besoin. Et ces services de plateforme tourneront sur des unités de compute, que ce soit des unités à base de GPU, donc par exemple les P3, basées sur des Tesla V100, ou à partir de ressources davantage orientées compute, processeurs, donc ça sera plutôt des instances i5 avec des processeurs Intel, ou alors des services plus orientés mobilité ou IoT. Ces services ces ressources seront utilisées avec des frameworks. Donc ces frameworks seront soit disponibles dans SageMaker, soit disponibles aussi à l'ancienne, on va dire, dans une Amazon Machine Image qui s'appelle la Deep Learning AMI. Voilà, donc sachez que sur la marketplace, vous avez une image qui s'appelle la Deep Learning AMI qui vous permet d'utiliser déjà ces frameworks préinstallés avec les drivers aussi qui vont bien. Revenons à SageMaker et à l'usage que vous pourrez en faire. SageMaker, d'abord, c'est une ressource de type notebook. Donc, je ne sais pas si vous utilisez d'ores et déjà Jupyter. Qui utilise Jupyter à date? Oui, donc voilà. Donc Jupyter, vous connaissez certainement l'origine du nom, c'est Julia, Python et R. Donc c'est orienté effectivement à la base une orientation notebook avec une démarche procédurale dans la conception d'un raisonnement. Donc SageMaker apporte d'emblée des notebooks Jupyter hébergés. Donc déjà, c'est le premier travail réalisé par SageMaker pour vous. Deuxièmement, SageMaker va vous proposer l'orchestration, l'hébergement, le déploiement d'algorithmes de machine learning, de deep learning. Ça pourra être des algorithmes conçus, redéveloppés par Amazon Web Services pour le service SageMaker, ou bien ça pourrait être du code basé sur TensorFlow ou MXNet, ou bien ça pourrait être votre propre code dans une optique Bring Your Own Code. Okay. Troisième approche, effectivement, c'est un service managé d'hébergement de vos algos de machine learning. Ça va gérer l'orchestration, le déploiement, la mise à l'échelle, la haute disponibilité de non seulement l'apprentissage, mais ensuite de la prédiction. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, effectivement, c'est l'hébergement à toute échelle d'un prédicteur, vraiment de votre
ressources de prédiction grâce à SageMaker. Concrètement, ça va se déployer de la manière suivante. Pour les étapes de build, vous allez utiliser le Jupyter Notebook ou bien d'autres approches. Ça sera des approches basées sur des API, des approches sur lesquelles on va revenir ensuite. Durant cette phase de build, vous allez utiliser des algorithmes. Ces algorithmes, comme je vous l'ai dit, ça peut être effectivement des algorithmes proposés par Amazon Web Services. Donc ça sera le K-means, ça sera PCA, ça sera différents DeepAR par exemple, pour les time series, ça sera un linear learner, voilà, pour les besoins usuels que vous pourrez avoir. Ça pourra, comme je vous l'ai dit, être effectivement le déploiement des Mixnet ou de TensorFlow, grâce effectivement à des notions de containers. Vous utiliserez des containers pour déployer les algorithmes Amazon Web Services ou bien vos propres algorithmes ou bien votre propre code. C'est de ce fait que c'est très facile d'amener vos propres algorithmes au sein de SageMaker. L'idée derrière sous-jacente, effectivement, c'est de piloter l'entraînement. Donc de ce fait, effectivement, on va vous proposer une approche simple vis-à-vis du pilotage de cet entraînement. Donc ça sera un entraînement qui sera soit demandé par l'interface, soit par du code, soit effectivement par des outils tiers. Donc vous pourrez demander par exemple un entraînement depuis Spark ou depuis Jupyter Notebook en Python, ou alors depuis la CLI, la command line, ou alors depuis l'interface SageMaker dans la console AWS. Ces entraînements supporteront deux types de modes. C'est important, on reviendra après dans le détail vis-à-vis des différents algorithmes que nous proposons. Ça sera soit un mode fichier. Donc, le mode fichier consistera à copier les éléments pour l'apprentissage sur les instances, ou bien en mode pipe, où là, effectivement, la donnée sera envoyée au fur et à mesure de l'entraînement, ce afin de ne pas consommer de place de disque et de ne pas être limité en termes de capacité de disque. Ensuite vient un aspect extrêmement important. Pour ceux qui font d'ores et déjà du machine learning ou du deep learning, vous savez qu'effectivement sont clés tous les hyperparamètres, c'est-à-dire tous les paramètres qu'on va passer à l'algorithme. Le choix est crucial pour effectivement le résultat que vous mesurez via vos évaluations. De ce point de vue, nous proposons donc une fonctionnalité qui va vous donner tout de suite un tuning, c'est-à-dire un test de ces hyperparamètres afin de trouver les meilleurs hyperparamètres à fournir aux algorithmes, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux proposés par Amazon Web Services. Enfin, dernier point, donc effectivement, comme je vous l'ai dit, SageMaker va prendre en charge le déploiement. Le déploiement, ça sera effectivement la mise en place du modèle sur S3, ça sera le déploiement d'un prédicteur qui utilisera ce modèle entraîné, ça sera effectivement la mise à l'échelle et l'intégration dans vos architectures que vous aurez sur AWS. L'idée, de nouveau, c'est de vous simplifier la vie. Donc de ce fait, l'orchestrateur pilote ces ressources pour vous et les pilote de manière épisodique, c'est-à-dire grosso modo, elles seront uniquement utilisées à la demande, c'est-à-dire à l'usage nécessaire pour l'apprentissage, pour la prédiction. Évidemment, un endpoint de prédiction pour faire des prédictions en live, c'est bien, mais c'est aussi bien de pouvoir faire des prédictions en batch. Donc de ce fait, nous proposons aussi un bloc de batch transform qui sait utiliser donc ces modèles entraînés pour faire des prédictions vis-à-vis de batch. Les interfaces. Donc, comme je vous l'ai introduit, SageMaker, on peut l'utiliser de beaucoup de manières différentes. On peut d'ores et déjà l'utiliser directement depuis un notebook Jupyter. Donc, typiquement, si on prend la version Python, ça sera effectivement la déclaration d'Oboto 3, l'import des librairies SageMaker et la déclaration d'une session SageMaker. Ensuite, effectivement, dans le contexte de l'utilisation d'un algorithme proposé par Amazon Web Services, on va tout simplement l'instancier en lui passant effectivement un nombre de ressources d'instances, une typologie d'instances pour l'apprentissage et des paramètres nécessaires forcément, c'est-à-dire la destination pour le modèle entraîné et la notion de session SageMaker. Évidemment, à cet algorithme, il va falloir passer des hyperparamètres. Ces hyperparamètres, dans la version donc programmatique, seront passés à un moment donné, à ce moment-là, avec le set hyperparamètres. Donc là, on lui donne le nombre de features. On lui donne aussi la taille des minimums des batchs et le mode d'algorithme.
Ensuite, on lance l'entraînement avec le fit. Voilà, tout simplement pour lancer l'entraînement. Une fois cet entraînement réalisé, vous allez obtenir votre modèle entraîné sur S3 et vous pourrez l'utiliser directement de ce fait ensuite pour faire des prédictions. Donc de ce fait, ensuite pour héberger le modèle, vous lancerez un déploiement vis-à-vis de ce modèle. Donc ça, c'est pour la version Python dans Jupyter. Maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose, en ce cas-là, avec Spark. Voilà. Donc si on prend l'exemple avec Spark, eh bien, vous allez déclarer pareil une session. Vous allez ensuite effectivement définir l'instance que vous allez utiliser, le nombre d'instances que vous allez utiliser dans le contexte. Vous allez définir aussi les hyperparamétreurs. Donc là, on voit qu'on définit le nombre de dimensions et le nombre de cas pour le k-means. Et ensuite, on lance effectivement l'apprentissage. Ensuite, on déploie le modèle entraîné. L'idée est simple. Si vous voulez faire votre préparation de données dans Spark, vous pouvez la faire dans Spark, et ensuite, vous pouvez appeler SageMaker depuis Spark. Si vous voulez faire votre préparation de données dans Jupyter, vous revenez sur cet exemple, vous faites votre préparation de données dans Jupyter, vous exécutez ensuite les appels SageMaker pour orchestrer l'apprentissage et ensuite le déploiement du endpoint de prédiction. C'est important de noter que vous pilotez des ressources SageMaker avec ce commande. Vous ne pilotez pas un déploiement sur votre notebook. Les ressources pour l'apprentissage, la fameuse instance C4X large, ça sera une instance qui sera déployée à la demande pour votre apprentissage. C'est complètement distinct de l'instance que vous utilisez pour exécuter le notebook SageMaker. Maintenant, on peut tout faire à la console. Donc vous pouvez faire exactement la même chose à la console. Donc ça va d'abord nécessiter effectivement le choix de l'algorithme, la définition des paths, la définition des hyperparaméteurs et les quelques autres paramètres qui seront nécessaires pour faire tourner l'algorithme. Enfin, tout bon service AWS a sa command line, donc vous pourrez le faire de manière extrêmement claire, comme vous voyez à l'écran, en command line. Bon, c'était pour l'anecdote, mais sachez que voilà, comme tout web service, on peut le piloter entièrement depuis la command line, tout comme vous pouvez le piloter, comme on l'a vu, depuis les API, quel que soit le langage. Vous l'avez compris, SageMaker donc vient avec cette capacité d'héberger des algorithmes développés, redéveloppés par Amazon Web Services. Donc vous allez retrouver des noms qui vous sont familiers dans le domaine. Dans le domaine de la régression linéaire, vous allez retrouver XGBoost. Voilà. Donc on a effectivement apporté des modifications sur XGBoost, on a redéveloppé certaines parties justement pour supporter les fameuses caractéristiques autour du mode fichier, du mode pipe, les caractéristiques selon les algorithmes de distribution, de mise à l'échelle, etc. Donc ça, c'est important. Ces redéveloppements sont uniquement orientés pour la performance et pour la disponibilité. Donc de point de vue régression, vous retrouvez effectivement assez intuitivement XGBoost, les Factorization Machines, le Linear Learner. Voilà, souvent on utilise XGBoost ou le Linear Learner pour régression linéaire, l'hyper forecasting pour tout ce qui est traitement de time series. En classification, en clusterisation, vous retrouvez les algorithmes que vous retrouvez usuellement, les k-means, k-nearest neighbors, PCA, Blazing Text et Random Cost Forest. Et vous avez des algorithmes plutôt sympathiques aussi autour de l'image. Vous vous rappelez, ce matin, vous avez vu une présentation sur Recognition. Donc vous avez vu le but du service Recognition. Vous lui soumettez par exemple une image, il vous donne des futurs. Il vous identifie des éléments de l'image. Donc ça, c'est fait vis-à-vis de l'apprentissage que l'on a fait sur ce service. Eh bien, vous pouvez développer votre propre service de ce point de vue avec soit l'image classifier, soit l'algorithme d'object detection. De ce point de vue, vous allez devoir tout faire. C'est-à-dire vous allez devoir fournir le dataset d'apprentissage et effectivement ensuite définir les différentes classes d'objets à reconnaître, par exemple pour l'image classifier. Et enfin, après, vous pourrez, au terme d'un apprentissage,
déployer vos endpoints de prédiction pour reconnaître des objets ou reconnaître des images. Ça sera le petit exemple que nous aurons après. Et enfin, vous aurez différents algorithmes autour du texte et autour de donc LDA, Neural Topic Model et Sec2Sec. Ces algorithmes, comme je vous l'ai dit, ont tous ou en partie des capacités en termes de streaming, enfin de training, de mode de training. Donc, selon les algorithmes, vous aurez vraiment des différences en termes de mode de training, d'une part, en termes de fichiers de type de fichier en entrée, et enfin en termes de capacité à gérer des GPU ou non pour l'accélération. Donc, si on prend par exemple XGBoost, pour ceux qui utilisent usuellement, ça ne sera pas une surprise de voir qu'effectivement, il ne tourne que sur du CPU. D'accord ? Maintenant, si vous prenez l'image classification, que j'ai là, ça ne sera pas non plus une surprise de voir qu'il ne tourne que sur du GPU. D'accord ? Mais ça, c'est important. Ces informations, tout comme les hyperparameters, vous les retrouvez évidemment dans la documentation. Donc le meilleur ami, on va dire, de SageMaker, évidemment, c'est la documentation. Mais cette documentation, elle ne vient pas en gros pavé. Pour le coup, elle est vraiment utilisable et elle est vraiment utile vis-à-vis des paramètres et des éléments utiles à votre développement. Donc utilisez-la de ce point de vue. Je vous donnerai la deuxième recette pour déployer effectivement des programmes réussis de ce point de vue. Donc ça, c'était les algorithmes que nous proposons. Nous proposons sinon aussi la capacité à déployer des programmes, TensorFlow ou un MXNet. Pourquoi TensorFlow et pourquoi MXNet ? Tout simplement parce qu'il y a un grand usage et parce que on veut aussi vous donner la liberté de développer votre propre algo. Et de ce point de vue, ça va reposer de la manière suivante. Vous allez utiliser SageMaker pour la partie données, donc c'est complètement changé. Vous allez utiliser TensorFlow ou MXNet ou Gluon pour effectivement implémenter votre algo. Et vous allez ensuite utiliser SageMaker pour organiser l'orchestration et le pilotage de cet apprentissage. Donc typiquement, vous allez idem passer le nombre d'instances, le type d'instance, vous allez idem passer les paramètres correspondant à l'emplacement de vos données, etc. Et vous allez orchestrer effectivement l'apprentissage grâce à SageMaker. Idem pour la partie déploiement en production. La force de tout cela aussi, c'est qu'effectivement, on vous propose des containers, TensorFlow et MXNet, justement, pour réaliser votre développement local, pour les customiser, et derrière, pourquoi pas, utiliser votre propre container dans le dispositif d'orchestration de SageMaker. Parce que je le rappelle, encore une fois, SageMaker pilote et orchestre le déploiement de containers. Donc que ce soit les algorithmes AWS ou vos propres algorithmes basés sur TensorFlow et MXNet ou bien votre propre code, ça sera orchestré avec des containers. Dernière approche, donc je vais la mentionner à l'instant, effectivement, c'est d'utiliser votre propre code avec SageMaker. Donc pour le coup, vous êtes vraiment libre d'utiliser R, d'utiliser Scikit. On a des exemples de ce point de vue, je vais revenir juste après dessus. L'idée, pareil, c'est que vous relisez sous forme d'un container, vous le déployez dans le registry de CS et vous orchestrez cela avec SageMaker. Donc l'apprentissage et le déploiement du endpoint de prédiction. Idem, vous trouverez des ressources de ce point de vue pour vraiment déployer votre propre code. Et vous trouverez aussi dans vos instances SageMaker, je vais vous le montrer tout de suite, des exemples pour justement déployer votre code, utiliser MXNet, utiliser TensorFlow, etc. D'un point de vue architecture, si on prend un petit peu de hauteur, vous l'avez compris, on va travailler sur de la donnée que nous avons récoltée afin de réaliser un apprentissage. Donc cette donnée, elle va être mise à disposition sur S3 pour commencer. S3, je pense que vous connaissez, c'est le système de stockage objet distribué proposé par AWS. Ensuite, effectivement, on va utiliser
du code pour entraîner le modèle qui tournera sur des conteneurs Docker. Donc c'est les fameux soit algorithmes Amazon Web Services, soit les algorithmes basés sur MXNet ou TensorFlow, ou soit votre propre code. Sans surprise, cet entraînement va aboutir à la fourniture d'artefacts de modèles. C'est-à-dire, grosso modo, ces artefacts correspondront à votre modèle entraîné. Ils auront une forme qui correspondra à l'algorithme que vous avez utilisé. Ces éléments donc, vont être de nouveau déposés sur S3, donc à un autre emplacement sur un bucket S3, et serviront ensuite, effectivement, à déployer le endpoint de prédiction et l'hébergement du modèle. L'hébergement du modèle d'abord, et ensuite le endpoint de prédiction. C'est ce qui vous permettra ensuite donc d'interroger depuis un client quel qu'il soit, votre modèle, votre endpoint de prédiction, afin d'obtenir des prédictions. Donc voilà l'architecture de référence. Et où se trouvent effectivement vos containers? Ils se trouvent tout simplement dans le registry ECS qui va donc stocker vos containers Docker. Voilà, donc l'architecture de base est plutôt simple. Mais voyez vraiment SageMaker comme étant l'orchestrateur qui va piloter les ressources autour d'abord de l'apprentissage, ensuite du déploiement du modèle et de la création du endpoint de prédiction. C'est très important. C'est vraiment le concept le plus important. Enfin, comme vous l'avez compris, pour la prédiction, vous aurez deux modes. Vous aurez le mode « j'utilise un endpoint de prédiction », donc ça sera typiquement un microservice qui sera dédié à cela, qui sera orchestré, opéré par SageMaker. Mais vous aurez aussi le deuxième mode, qui sera la batch transformation, qui sera effectivement un batch de transformation de prédiction à partir de data. Voilà pour le tour du propriétaire s'agissant de SageMaker. Maintenant, on va regarder un petit peu, de manière pragmatique, comment l'utiliser, d'abord depuis la console, et ensuite depuis le notebook Jupyter. Donc SageMaker, le service, dans la console, se présente de la... excusez-moi, je vais sortir... Voilà. Donc ici, vous avez la console Amazon Web Services. Donc le service SageMaker est un service comme un autre au sein de la console Amazon Web Services. Donc typiquement, je vais taper SageMaker pour avoir accès au service SageMaker. Le service SageMaker, comme vous l'avez compris, est d'abord un service d'hébergement d'instances de notebook Jupyter. Donc c'est à ce titre que vous retrouverez un premier onglet, instance de notebook. Vous retrouverez aussi la configuration de Lifecycle afin justement de bien orchestrer ces ressources. Le notebook Jupyter est, vous l'avez certainement retenu, un des modes de pilotage de SageMaker. Ce n'est pas le seul mode, mais c'est un mode qui est assez pratique à utiliser, notamment la capacité à partager des exemples. Deuxième partie, c'est les trainings. Donc ici, vous allez retrouver les training jobs, c'est-à-dire grosso modo les jobs d'entraînement que vous avez réalisés. Donc là, de par la dénomination, vous pouvez voir effectivement que j'ai lancé l'algo d'image classification sur un dataset Seyfarth10 et j'ai fait tourner aussi l'hyperparameter optimizer afin justement de trouver les meilleurs hyperparamètres vis-à-vis de l'image classifieur. Donc si on regarde ce que j'ai fait hier à 19h59, eh bien j'ai fait tourner donc, cette image classifieur avec les hyperparamètres suivants. Je lui ai dit, bon, tu vas me le faire tourner avec 100 époques, avec une taille de batch, je la retrouve là. Voilà, mini batch size 128, et avec l'optimizer Adam. Je lui ai passé en paramètre, effectivement, en entrée, je remonte un petit peu,
Donc je le lançais avec le container image classification proposé par Amazon Web Services. Idem, c'est référencé dans la documentation, puis c'est référencé aussi dans les exemples de notebook, vous verrez. Sur une instance P3, donc la P3, vous le savez, c'est l'instance qui propose une Tesla V100, donc vraiment une instance très solide pour faire des apprentissages à base de GPU, avec un EBS, un block storage de 50 Go et le mode fichier. Vous vous rappelez, on a un mode fichier et un mode pipe. En termes d'apprentissage, donc le content type en entrée, c'était record.io. Les data en entrée étaient donc sur mon bucket data.xday. Voilà. Et donc ensuite, pour ce qui était de la sortie, ici, je lui demande de sauvegarder à cet endroit-là. Donc vous voyez, c'est plutôt très simple. Évidemment, on a des sorties de logs. Les logs sortent en temps réel. Ça permet notamment de faire des statistiques à la fin de l'exécution de l'apprentissage, qui vous donneront de ce fait des informations quant à l'accuracy. Néanmoins, ça vous permet aussi de voir comment se comporte le modèle au fur et à mesure. Donc si je regarde le log de l'apprentissage que j'ai lancé hier, on va voir effectivement que voilà, j'ai démarré % époque avec l'optimizer Adam, donc c'est les informations que j'ai par exemple. Et effectivement, époque après époque, j'ai les informations quant à l'accuracy. Au coût, ouais, donc c'est un élément pour l'algorithme aussi. Et donc là, on voit effectivement au fur et à mesure des époques l'accuracy qui s'améliore. Voilà. On reviendra rapidement dessus parce qu'on va la grapher ensemble tout à l'heure. Voilà. Donc le premier mode d'usage, c'est de tout simplement créer un modèle, voilà, de choisir les paramètres qui vont bien, afin de lancer ensuite un apprentissage, un training jobs. Bon, on va simplifier la vie, on va prendre celui que j'ai fait hier et on va le cloner. Voilà, juste pour vous montrer qu'en plus de cela, c'est très simple. Quel serait l'intérêt d'un clonage? Tout simplement, le fait de cloner, donc là je clone le modèle d'hier, enfin je clone le clone du modèle d'hier, et tout simplement, je peux soit changer l'instance, bon, ça ne va pas changer en théorie le résultat, mais sinon, je peux aussi changer les hyperparameters. Donc, je peux manuellement décider que voilà, j'ai fait 100 époques, bon, ce qui est plutôt raisonnable vis-à-vis de l'image classifieur sur Sci-Farten. Mais voilà, si j'ai été parti sur 10 époques, là pour le clone, j'étais parti sur 10 époques, bon, je peux voir que mon accuracy, au final, dans les logs, était bof. Donc au final, je vais mettre davantage d'époques. Donc là, typiquement, je vais lui mettre 20 époques. Voilà. Ce qui ne sera pas très suffisant pour avoir une bonne accuracy. Et je fais tout simplement créer training job. Et ça va... Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Tac. Ah oui, c'est le nom qui ne va pas lui plaire. Voilà. C'est trop long. Voilà, donc là, je lance mon clone, mon second clone. Ah, toujours trop long. Excusez-moi. Voilà, donc là, c'est parti. Donc, je viens de lancer mon deuxième clone de cette exécution passée et avec un hyperparamètre qui était différent. Donc ça, c'était pour les training jobs. Pour les hyperparamètres tuning jobs, donc vous vous rappelez, c'est cette capacité à chercher avec SageMaker les meilleurs paramètres. Ça se pilote pareil, soit depuis la console, soit depuis le notebooks. Je vais vous le montrer sous les notebooks. À mettre en rapport avec l'architecture que nous avons vue tout à l'heure. Vous avez compris que le job d'entraînement va créer des ressources qui correspondront au modèle entraîné. Donc le modèle va se retrouver ici. Et donc typiquement, mon modèle entraîné se trouve ici, et je peux de toute manière aussi empiler les différents modèles entraînés dans le temps. Par exemple, je peux vouloir écrire le modèle entraîné à partir de l'entraînement que je viens lancer, qui correspondra aux hyperparamètres que j'ai passés. Et donc de ce fait, ça permettra ensuite de choisir le modèle qui nous intéresse le plus, ou de faire du testing AB, par exemple.
Donc ça, c'est vraiment le point d'importance. Non seulement vous pouvez orchestrer de manière intelligente, mais vous pouvez même gérer les sorties de ces algos de manière intelligente pour avoir derrière un process de déploiement intelligent, c'est-à-dire du testing AB ou du rollback ou des choses comme ça, en fonction de la performance que vous recherchez. Voilà. On va retourner dans le notebook, parce qu'effectivement, c'est une des interfaces principales d'utilisation du service. Donc, je vais juste grossir un petit peu l'écran. Clac. Voilà. Je pense qu'on le voit bien. Parfait. Donc là, je suis resté dans mon optique de vous faire une petite démo autour de Cyfarten. Qui connaît Cyfarten comme dataset? Ouais. OK. Bon, un tout petit peu. Bon, c'est un dataset qui propose la classification d'objets ou d'éléments sur 10 classes. D'accord? Et donc, typiquement, ça, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Typiquement, ça permettra, avec l'algorithme d'image classification de SageMaker, de reconnaître un cheval, de reconnaître un camion sur une image qu'on lui fournira d'un point de vue prédiction. Donc, c'est un dataset universitaire, hein. Ce n'est pas un dataset spécifique. Oui, vous voyez bien, parfait. Donc, typiquement, quand on utilise SageMaker, une bonne approche, c'est de se baser sur des exemples existants. Donc là, je me suis basé sur un exemple existant. Je vais vous montrer juste après où les trouver, ces exemples existants. C'est très simple. Donc typiquement, comme on l'a vu tout à l'heure sur le PowerPoint, on lui spécifie les containers que nous allons utiliser. Donc ça, c'est effectivement listé dans la documentation ou listé dans les exemples. Ensuite, effectivement, on va créer notre fameuse session. Ensuite, donc là, c'est toute la quincaillerie autour du dataset. Donc le dataset, on va aller le récupérer, on va aller le mettre sur S3 pour justement pouvoir faire tourner notre fameux image classifieur. Ensuite, c'est là, effectivement, on va choisir nos hyperparameters. Donc les hyperparameters, c'est important pour cette image classifieur, ça sera surtout le nombre d'époques. C'est celui sur lequel vous pourrez influer, étant entendu que les autres seront davantage des paramètres par défaut qui sont usuels dans ce use case. Idem, dans la documentation, vous aurez toujours effectivement les explicatifs vis-à-vis des hyperparaméters, ceux qui sont importants, ceux qui le sont moins. Pour lancer ensuite, vous aurez un petit peu de quincaillerie autour effectivement de la définition des emplacements pour le stockage des datas, donc que ce soit les datas en entrée ou les datas en sortie. Donc typiquement, vous définirez l'usage des training parameters, donc les hyperparamètres plus effectivement l'instance que vous allez utiliser ici, donc une P3. Utilisez de préférence les P3, vous aurez vraiment beaucoup plus de performance vis-à-vis d'une P2, ce à un coût qui sera plus intéressant. Donc ça, je vous invite vraiment à le tester. C'est vraiment une plus grande efficacité si vous utilisez encore des P2 pour ceux qui utilisent déjà AWS dans ce contexte-là, que ce soit avec la Deep Learning AMI ou avec SageMaker. Ensuite, donc, les hyperparameters. Ensuite, vous spécifiez donc les paramètres quant aux entrées et ensuite quant aux sorties. Voilà, donc là, je l'avais exécuté en avance de phase, et c'est hier soir à 19h59. Et donc, c'est cet apprentissage que nous avons vu dans la console tout à l'heure. Et enfin, nous lançons donc l'apprentissage. Et donc là, nous allons, lorsque nous passons par cette routine, nous nous mettons en attente du résultat afin d'attendre la fin de l'apprentissage. Donc, comme je vous l'ai dit, et comme vous l'avez pu voir dans les logs, un des paramètres qui va nous intéresser, égard au fait que c'est une classification d'image, ça sera l'accuracy, ça sera l'exactitude des prédictions. Donc cette exactitude des prédictions, elle se mesure donc avec cette accuracy de deux manières. Déjà sur
durant l'apprentissage et sur une partie du dataset dédiée à la validation. Donc, les paramètres que vous voyez, qu'on l'a vu dans les logs, nous permettent justement d'estimer époque après époque, donc itération après itération, l'efficacité de notre apprentissage. Et de ce fait, il est très simple derrière de la grapher à partir de ces logs. Donc c'est ce que fait cette routine ici. Voilà, je la réexécute. Voilà. Et donc là, on voit qu'effectivement, à partir de 40 époques, on était plutôt pas mal. Enfin, tu vois, on se stabilisait pour la training accuracy. Maintenant qu'on a un modèle entraîné, on va avoir à cœur de le déployer, ce modèle, afin de pouvoir l'utiliser. Donc de ce point de vue, voilà, c'est à ce moment-là qu'on crée effectivement le modèle et qu'on crée le endpoint. Donc d'abord, on crée le modèle à partir du modèle entraîné. Donc le modèle, c'est d'un point de vue sémantique, le modèle correspond au modèle entraîné. D'accord ? Et ensuite, on crée le endpoint de configuration. Donc le endpoint de configuration, la configuration du endpoint, ça sera la typologie d'instance, ça sera le nombre d'instances, mais ce sera aussi les règles qu'on lui donne en termes de dispo. Et enfin, on le déploie, ce endpoint. Voilà. Ça prend un petit peu de temps, c'est pour ça qu'effectivement, après, on se met en attente du déploiement. Une fois qu'on a ce endpoint de prédiction, on peut tout simplement le requêter. Donc là, je vais vous le faire en temps réel, pour le coup. Parce que là, vous avez vu l'apprentissage que j'ai réalisé hier, donc avec une Tesla V100, m'a pris 7 minutes pour 10 époques et 23 minutes pour 100 époques. Voilà, donc c'est quand même plutôt rapide. Donc, maintenant, pour utiliser ce endpoint, on va utiliser tout simplement ce notebook que j'avais préparé. Voilà, ici. Donc, le notebook, le endpoint, il sera utilisable de différentes manières. Soit vous pouvez le requêter en pur HTTP et donc signer l'appel et ensuite interpréter le résultat. Ou vous pouvez tout simplement utiliser de nouveau un helper qui est de la librairie SageMaker afin de bien avoir les bons paramètres à passer à ce endpoint. Là, s'agissant de requêtage de l'image classifier, effectivement, on va lui envoyer une image. Et lui, ce endpoint va tout simplement nous dire ce qu'il y a dans cette image. Donc pour le coup, ce n'est pas du tout des images issues du dataset. C'est des images issues de Pixabay. On ne peut plus disjoint. Ce qui est intéressant de noter, c'est surtout cette partie-là. L'idée, c'est qu'on utilise ce helper ici pour se simplifier la vie. Parce que sinon, effectivement, il faudrait faire tout un ensemble de choses autour de la signature de l'appel et autour du processing de la réponse. Donc si j'exécute donc tout simplement juste ces déclarations d'une part, et ensuite cet appel du endpoint, donc je vois que j'ai téléchargé cette image-là, donc ce qui ressemble à un oiseau, et ensuite je l'ai envoyé au endpoint, qui m'a répondu que voilà, sur les classes, les autres classes, vous vous rappelez, on a 10 classes d'objets dans CIFAR10, eh bien voilà, la probabilité la plus élevée était sur le fait que ce soit un oiseau, et c'était à 99% un oiseau. Voilà. Si on prend après un autre exemple, par exemple cheval, et bien effectivement, là on va lui envoyer ce joli cheval, et effectivement il va nous répondre qu'à 99,8%, c'est un cheval. Voilà. Donc c'est juste surtout pour illustrer ici l'usage du helper quant à l'appel du endpoint SageMaker. Alors là, vous les voyez, les différentes catégories correspondant à CIFAR. Donc la première catégorie, c'était avion, deuxième automobile, bird, enfin oiseau, chat, deer, cerf, un chien, une grenouille, un cheval, un bateau et un camion. Voilà. Voilà pour une approche programmatique. Maintenant, comme je vous l'ai dit,
Et pour bien avoir en main SageMaker, il vaut mieux se lancer à partir des exemples. C'est-à-dire vous allez avoir un besoin qui correspond soit à un besoin de classification d'images, soit à un besoin de régression. Vous allez avoir une volonté à utiliser un framework plutôt qu'un autre, à utiliser les algorithmes AWS, ou bien utiliser TensorFlow, ou bien utiliser Mixnet. Et donc, de ce point de vue, soit vous pouvez prendre l'approche de tout développer from scratch, de passer du temps à trouver les bons paramètres, à lire la doc, etc. Soit partir d'un exemple et le modifier. Donc moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de partir d'un exemple et de le modifier. Les exemples sont tout simplement ajoutés dans l'interface, ici. Donc SageMaker Examples va vous permettre justement de localiser tout un ensemble d'exemples correspondant aux grosses catégories de travaux que vous pourriez réaliser avec SageMaker. Donc c'est soit basé sur des datasets assez usuels dans le domaine, des datasets universitaires, soit basé sur des approches communes. Donc typiquement, on a vu ensemble qu'on avait fait donc une classification d'images avec le dataset CIFAR10 et qu'on l'avait fait avec l'algorithme AWS. Donc on pourrait le faire aussi, typiquement, parce que c'est une approche assez usuelle, avec MXNet ou bien TensorFlow. Et donc, typiquement, si on cherche le même exemple avec TensorFlow, eh bien, je vais rouvrir, tac. Donc là, je retrouve avec CIFAR10, donc avec le framework Lyon et Mixnet, ou bien je le retrouve ici avec soit TensorFlow via Keras, ou soit TensorFlow avec TensorBoard. TensorBoard, vous savez peut-être, c'est une interface de visualisation de la progression. Voilà. Donc typiquement, on va regarder la version CIFAR10 avec TensorBoard. Donc pour ce faire, j'utilise tout simplement use. Que va faire use? Il va prendre sur un repo le notebook et va le copier sur le stockage de votre instance Jupyter. Donc là, on se remet exactement dans le même contexte. Hein. Donc, on va utiliser SageMaker pour orchestrer TensorFlow. Et on va aussi utiliser SageMaker pour déployer, orchestrer donc l'apprentissage. Et ensuite, on va utiliser SageMaker pour déployer le endpoint de prédiction. Donc ça veut dire que ça démarre exactement de la même manière. On crée donc une session. Ensuite, on va télécharger le dataset. Voilà, ici, donc on download. Ensuite, on upload ce dataset sur S3. Et enfin, on passe dans la partie TensorFlow. Donc là, typiquement, on va appeler le facilitateur TensorFlow de SageMaker pour exécuter du code qui va être à côté, évidemment, qui est ResNet CIFAR10.py. Python. On va lui passer évidemment des hyperparamètres et des paramètres utiles en termes de type d'instance et de nombre d'instances. Et enfin, on va lancer cet apprentissage avec le fameux fit que vous avez vu tout à l'heure. Donc vous voyez que la position de l'orchestrateur SageMaker est la même, quelle que soit la typologie d'algorithme. Que vous utilisez un algorithme AWS, que vous utilisez TensorFlow, vous allez retrouver les mêmes primitives. Par contre, là, pour faire tourner CIFAR10 avec TensorFlow, eh bien, on va utiliser du code spécifique. Donc le code spécifique qui se trouve ici. Voilà, moi je vais l'ouvrir. Tac. Et donc typiquement, voilà, c'est bon, c'est un peu petit. Voilà. Et donc typiquement, voilà, vous le retrouvez ici. Donc bon, on va pas le relire ensemble, mais pour le coup, voilà, vous le relisez donc avec votre notebook et vous l'exécutez. Vous orchestrez son déploiement justement avec SageMaker. Parce que ce code que vous voyez là, il est déployé de la manière suivante. Il est déployé grâce au fait que vous le spécifiez via le helper TensorFlow. Le reste est exactement le même. Vous allez déployer votre endpoint de prédiction et vous allez derrière faire des prédictions avec ce endpoint. Voilà. Donc ça, c'est vraiment je pense que vous voyez maintenant un peu le principe de fonctionnement de SageMaker vis-à-vis de cela. Voilà, c'est vraiment
vous pilotez, orchestrez les algorithmes, que ce soit les algorithmes AWS, les containers MXNet ou TensorFlow, ou bien vos propres containers, grâce à 5 appels à API qui sont disponibles dans SageMaker, soit dans les Jupyter Notebook, soit dans d'autres outils comme Spark, par exemple. Voilà. Alors, si on regarde maintenant d'autres exemples, hein, voilà, on peut voir qu'effectivement, on avait la même version en MXNet. Et dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que vous avez aussi maintenant, c'est assez récent dans les notebooks d'exemple, d'avoir des exécutions locales. Voilà, ces exécutions locales permettront tout simplement d'aller plus vite dans le déploiement, dans le développement de vos algos, tout simplement parce que voilà, vous passerez de ces étapes un petit peu longues et contraignantes du déploiement de vos algos via l'orchestrateur SageMaker. Ça vous permet typiquement de gagner du temps sur le dev. Par contre, le jour où vous voulez passer à l'échelle, c'est-à-dire grosso modo déployer sur plusieurs instances avec de nombreux GPU, etc., distribuer l'apprentissage, évidemment, il faut passer par l'orchestrateur SageMaker. Le mode local, il n'est utile que pour le développement. Typiquement, aujourd'hui, pour la démo, j'ai mis une T2 Medium pour faire tourner la présentation. Il n'y a pas besoin de plus, vu que c'est l'orchestrateur qui va piloter les ressources derrière, les ressources avec la taille que nous avons choisie pour faire nos apprentissages et ensuite pour faire nos prédictions. Voilà. Donc, vraiment, quand vous êtes dans le mode notebook, vraiment le point d'important, c'est vraiment de ne pas oublier cette partie SageMaker Examples, qui vous permettra vraiment de bien commencer vos projets, de bien prendre les bonnes habitudes aussi en termes de convention de nommage, en termes de convention de codage, etc. Et c'est aussi notre manière à nous, de vous faire parvenir les meilleures pratiques. Voilà, quoi de mieux que de faire parvenir du code pour coder des algos de machine learning ou d'intelligence ou de deep learning avec SageMaker. Voilà, j'espère que vous avez découvert dans de bonnes conditions SageMaker après ce déjeuner. Voilà, et je vous souhaite une bonne suite de journée. N'hésitez pas.